Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à tous. Vous arrivez. Je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. On va donc évoquer ensemble ce matin, vous avez compris, hein, ces besoins de la filière du DIAG en formateur, en tuteur et en examinateur, dans le cadre notamment de ce nouveau dispositif de certification audit DPE qui va entrer en application dans pas longtemps, au 1er juillet prochain. Un nombre de formations, évidemment, hein, vous le savez, qui s'est pas mal étendu. Également des CSO en plus grand nombre. Et donc, cette nouvelle opération de tutorat, hein, aussi, hein, qui était la grande nouveauté de ce dispositif au 1er juillet, qui là aussi donc, demande eh bien, des tuteurs assez logiquement. Donc, on va en parler aussi. On va revenir un peu sur ce qu'est le tutorat et ce qui est demandé aussi aux tuteurs. Mais on va surtout vraiment évoquer ensemble avec nos trois invités les besoins en formateur, en examinateur, en tuteur, ce qu'on attend éventuellement de vous, hein, qui éventuellement vous portez candidat à ces missions ou métiers ou diversifications, je ne sais pas comment on peut les appeler, dans quel contexte, et puis voilà, mieux comprendre et prévenir également de ce qu'on attend de vous en termes notamment d'expérience et de compétences, puisque c'est quand même des missions qui demandent beaucoup de compétences et de l'expérience. L'expérience est bien indiquée dans les textes, mais aussi beaucoup de compétences et de sens pédagogique. On va y revenir, bien sûr. N'hésitez pas, vous avez un chat hein, qui se trouve en bas de votre écran, je pense, de votre côté. N'hésitez pas, vous l'avez trouvé. Bonjour François, Julien, etc. N'hésitez pas à utiliser ce chat pour poser vos questions. On essaiera de les relayer. J'essaierai de les relayer à nos trois invités. Nous sommes avec Juliette Jeannot. Bonjour Juliette. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Directrice générale d'ICERT, ICERT fait partie de l'AOCP, hein, l'Association des organismes de certification de personnes qui regroupe quelques-uns des autres organismes de certification accrédités par le COFRAC. Yann Vogel, bonjour Yann. Bonjour à tous et à toutes. Directeur pédagogique d'ODI Formation, on le sait, et puis également ODI Formation fait partie de cette association qui s'appelle l'Association des organismes de formation de diagnostiqueurs immobiliers, qui regroupe là aussi quelques OF de notre filière. Et enfin, Jean-Marc Vernet. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. On le sait aussi, directeur fondateur d'Irilus Formation et président de la FIDEN, hein, une association également qui regroupe des organismes de formation. Voilà, on va évoquer avec vous tous les trois ces besoins, le contexte quand même très particulier hein, qui nous attend à l'approche de ce 1er juillet 2024 avec ce nouveau dispositif très contraignant, on le sait, hein, les diagnostiqueurs le savent. Nombre de formations très important, en tout cas plus important qu'avant, un nombre de contrôles sur ouvrage également qui a augmenté, et puis contraignant également pour vous, hein, OF et OC, puisque tout ça est à organiser. Donc on va essayer évidemment de contribuer à ce que ce dispositif s'applique de façon dans les meilleures conditions possibles, parce qu'il est déjà contraignant. Alors si encore en plus il y a des difficultés à appliquer le dispositif, évidemment c'est aussi les diagnostiqueurs certifiés qui subissent, qui en subiraient les conséquences. Voilà, n'hésitez pas donc à utiliser le chat dès maintenant. Alors, je parlais de contexte et de besoin. Précisément, alors on va démarrer par Jean-Marc. Quels sont un peu vos enjeux, notamment vous, chez vous, les OF, en formateur et en tuteur, puisque le tutorat, on va le rappeler d'ailleurs, est organisé par l'OF, hein, ça c'est bien indiqué dans les textes. Jean-Marc. Nous, notre besoin au niveau d'Irilus et plus globalement au niveau de la FIDEN, c'est surtout au niveau du tutorat. Hmm. Au niveau des formateurs, on peut quand même, aujourd'hui, on a tous des équipes relativement compétentes au niveau de la FIDEN et d'Irilus, où on a les formateurs qui sont déjà en place et qui vont nous suivre avec les évolutions réglementaires. Donc, le côté formateur n'est pas vraiment quelque chose chez nous, en tous les cas, Hmm. qui pose vraiment une problématique. Le problème, il est vraiment au niveau du tutorat avec ce recrutement-là qui nous est imposé donc, par la nouvelle réglementation. Et comme on est disséminé un petit peu sur tout le territoire, ben, c'est ça, c'est d'avoir un peu des tuteurs, on va dire, en région, dans chaque région. Et
Et nous, on va aller au-delà de toute façon de ce qui est l'obligation réglementaire, puisque l'obligation réglementaire, on a bien compris, elle est purement technique, cette obligation. Mais les tuteurs vont être seuls face à des diagnostiqueurs. Ils vont être les représentants de l'OF auprès du diagnostiqueur. Donc, il y a tout un aspect de savoir-être. Il y a tout un aspect pédagogique qui est fort important au niveau de notre recrutement. Et je dirais que c'est vraiment primordial, ça, pour Ouais. nous. Hein. C'est vraiment On va y primordial. revenir un plus Au-delà précisément, de la technique effectivement, et des obligations réglementaires de la technique, qui parce que sont, elles, bien sûr, incontournables, mais on va au-delà de ça pour vraiment avoir. Voilà, donc on est dans cette recherche-là, dans cette problématique-là. ouais, Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de nos discussions au niveau de la FIDEN par rapport à cette obligation qui va arriver dès le 1er juillet. ouais, Jean-Marc, vous avez raison de le rappeler, il y a évidemment les critères, les exigences réglementaires dont on va parler, hein, puisqu'il y a déjà des demandes hein, Bien sûr. pour mieux les connaître, mais il y a aussi, vous, ce que vous attendez, vous, hein, en termes d'expérience, peut-être justement aller plus loin sur des exigences hein, en termes d'expérience et de compétences. Et Yann, vos enjeux de votre côté, formateur, tutorat aussi, hein, pareil, de tuteur? Oui, de la même manière. Alors, je voulais peut-être rappeler un peu le contexte global. Il faut savoir que quand le ministère a souhaité renforcer le dispositif DPE, il était beaucoup plus rempli encore que ce qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup. Il faut que les diagnostiqueurs entendent aussi que les organismes de formation et de certification qui assistaient à ces réunions ont participé et ont participé aussi à l'allègement de ce dispositif, parce que malgré tout, au départ, il était encore plus lourd. On a Donc ça, échappé au pire, effectivement, on peut le dire. c'est important de leur dire parce que euh, je pense qu'on peut avoir l'idée que les organismes de formation se réjouissent de ça, mais ce n'est pas le cas parce qu'on a souhaité alléger le dispositif, on a conscience du coût et la difficulté de le faire correctement derrière. Donc c'est tout l'enjeu. Il faut savoir que les organismes de formation sont eux aussi certifiés comme les diagnostiqueurs et ont des exigences en matière de recrutement. Recrutement des formateurs qui officient aujourd'hui sur le DPE, sans parler de tutorat, des exigences auxquelles voilà, on ne peut plus recruter non plus. Le diagnostiqueur qui a fait quelques années d'expérience ne peut plus non plus prétendre être formateur aussi simplement, en tout cas de notre point de vue. Pour le tutorat, en effet, l'exigence, les diagnostiqueurs ont l'habitude d'avoir des examinateurs qui viennent en CSO. Là, on va aller vraiment sur de l'accompagnement, c'est-à-dire du démarrage de la mission au mesurage, Ouais. jusqu'à l'écriture des rapports et à On va en parler l'intégration plus précisément après, hein, effectivement. voilà, Cette dans les mission. logiciels. Hmm. Donc, c'est une mission très complète et en effet, aujourd'hui, la compétence est au cœur du sujet dans le recrutement, en tout cas pour les organismes de formation. Merci Yann. Juliette, du côté des OC, est-ce qu'on peut parler de pénurie d'examinateurs potentiels avec ce nombre de CSO là, qui augmente quand même de façon considérable à partir du 1er juillet? Alors effectivement, les contrôles qu'on va devoir réaliser font qu'il y a un volume beaucoup plus important de contrôles sur ouvrage à faire, notamment sur cette fin d'année, mais aussi sur les années suivantes Hmm. avec le calendrier qui s'applique. Donc oui, on est toujours à la recherche de compétences. Enfin, tous les organismes de certification sont à la recherche de compétences. Et effectivement, je rejoins les homologues formation, euh, compétences assorties d'une posture parce que en fonction de ce qu'on veut faire, formateur, tuteur ou examinateur, effectivement, on reparlera des prérequis. Il y a une notion de posture derrière. Alors nous, on fait du contrôle sur ouvrage. Alors contrôle, ça fait toujours peur. D'ailleurs, tous les diagnostiqueurs ont eu peur de leur premier contrôle sur ouvrage. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était un moment plutôt agréable de partage avec un professionnel compétent. Mais effectivement, l'examinateur qui fait le contrôle sur ouvrage doit avoir cette posture. Alors, il n'est pas là pour faire de la formation parce que nous sommes organisme de certification, mais malgré tout, il faut de la pédagogie, il faut savoir échanger, il faut savoir faire comprendre là où il y a une erreur qui peut être détectée. Ben voilà, donc je vois que tout le monde se pose la question et tout le monde se dit, mais en quoi c'est différent de faire formateur, tuteur ou examinateur? Ouais. Bah, si, il y a une posture qui est différente et chacun devra bien réfléchir à la posture qu'il est en capacité de prendre, Ouais. voilà, au regard de son expérience. Merci Juliette. Effectivement, on va voir ça en détail, cette différence entre formateur et tuteur, elle est et même entre examinateur
et tuteur notamment, il y a quand même effectivement des notions assez différentes qui sont encadrées par les textes, hein. Alors, les prérequis réglementaires, je disais, on va évoquer ces prérequis réglementaires, mais je vais aussi vous demander à chacun ce que vous attendez réellement de votre côté. Alors, évidemment, vous parlez pour votre organisme, hein, chacun, mais vous êtes plus de 30 organismes de formation certifiés, 12 ou 13, je ne sais plus, organismes de certification accrédités par le COFRAC. Alors, évidemment, tous ceux qui sont avec nous et qui sont intéressés par ces missions, ou ces métiers ou ces diversifications pourront après, évidemment, taper à la porte de l'organisme de son choix, bien sûr, hein. Euh, alors, les prérequis pour la formation est indiqué, alors, notamment par le dernier texte sur le DPE, celui de... attendez, je vais essayer de retrouver mes slides pour bien les lire en même temps que vous. C'est évidemment l'arrêté de juillet 2023, du 20 juillet 2023. Euh, alors, c'est en fait, pour être formateur, il faut avoir au moins les mêmes prérequis que ceux qui sont exigés pour le certifié DPE avec mention et sans mention, c'est-à-dire donc une expérience de 3 ans dans le métier du bâtiment ou un diplôme Bac+2 dans ce domaine du bâtiment ou encore une expérience professionnelle de 3 ans et ce qu'on appelle la certification professionnelle, c'est-à-dire ces titres professionnels enregistrés dans le RNCP. Ça, c'est le critère minimum réglementaire. Yann ou Jean-Marc Vernet, peut-être, est-ce que ce sont des critères suffisants pour être formateur chez Irilus Formation? Ça, Non, non. c'est le minimum, on va dire minimum syndical qui est indiqué dans les textes, bien entendu. Mais ce qui voudrait dire que si on applique strictement ce texte, pour nous, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que le formateur, euh, je pense que Yann est sur la même longueur d'onde, hein. De toute façon, il faut vraiment que le formateur ait une certaine expérience, une expérience du métier, parce que si on lit le texte là, il n'y a pas d'expérience métier là-dedans. Voilà. Donc nous, on est vraiment au-delà de tout ça. Il faut, à minima, je parle pour nous en tous les cas, à la FIDEN, que le formateur ait au moins un cycle de certification derrière lui. Ouais, Yann, c'est un métier, on peut dire, hein, ce formateur. On ne devient pas formateur comme ça du jour au lendemain, en tout cas un bon formateur, on est d'accord. Non, non, je crois qu'on le devient. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les prérequis d'entrée, mais la formation, c'est déjà l'envie de transmettre et ne pas se sentir, je dirais, techniquement supérieur aux autres, loin de là, et l'envie de transmettre. Et l'envie de transmettre, vous avez tellement de profils différents, d'individus différents, qu'il faut arriver à trouver son équilibre. Et ça met des années. On a eu des formateurs au démarrage qui ont évolué, et je dirais qu'il faut du temps pour qu'un formateur puisse allier la technique et surtout arriver à la transmettre et à la vulgariser. Parce qu'évidemment, et particulièrement dans le DPE, il y a quand même des débats permanents parce qu'il y a des trous dans la raquette au niveau de la réglementation. Chacun va avoir sa petite idée et l'objectif, c'est de rester sur un regard équilibré et de transmettre le savoir et la manière de faire. En aucun cas donner son avis. Donc il faut aussi s'extraire de sa propre pensée par rapport à la réglementation, par rapport aux problématiques, aux choses qui devraient être améliorées. Donc c'est un vrai métier. L'enseignement est un métier pour ceux qui veulent bien le faire, évidemment. Tout à fait. Évidemment. Jean-Marc, vous vouliez compléter? Non, Oui, non. je suis tout à fait d'accord avec Yann Hmm. là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a eu des gens qui étaient très, très bons techniquement et dont il n'y avait aucune discussion sur leur approche, mais qui étaient incapables de pouvoir vulgariser leur savoir et de transmettre ça d'une manière intéressante et pédagogique auprès de nos apprenants. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que ces prérequis, qui sont des prérequis techniques dans ces textes, c'est bien, hein, pour un minimum, bien entendu, mais on va bien au-delà de tout ça, parce que tous autant que nous sommes, nous avons rencontré ce type de profil. Ils existent, hein, on le sait tous, hein, des gens qui sont de très bons professionnels, donc un très bon savoir, mais qui sont incapables de le vulgariser et incapables de le transmettre. Et c'est vraiment notre recherche, c'est de la pédagogie et de la communication qu'on cherche au-delà de la connaissance technique. Merci, Jean-Marc. Alors,
le tutorat, les tuteurs, ça c'est une grande nouveauté, on le sait, hein, du dispositif qui va entrer en application au 1er juillet là. Donc c'est une période hein, en milieu, une formation continue, donc c'est dans le cadre de la formation continue, des certifiés, des premiers certifiés dans la certification initiale. Lors des 12 premiers mois, ils devront suivre une formation continue en milieu professionnel tutorat dans le cadre donc, de cette certification initiale DPE. Une formation dont on ne connaît pas la durée, mais qui devra couvrir au minimum 2 missions réelles et complètes, hein. C'est vraiment expressément indiqué par le texte de réalisation d'un DPE par le diagnostiqueur, accompagné sur place par un tuteur. Et donc, l'une de ces 2 missions, effectivement, devra porter sur le périmètre de la mention dans le cadre de la certification avec mention. Et enfin, à l'issue de cette formation, le tuteur devra rédiger un bilan circonstancié des missions réalisées par le diagnostiqueur. Voilà essentiellement ce dont on parle en termes de tutorat. Yann, je sais que chez ODI, vous avez un peu expérimenté hein, ce tutorat dans un cadre un peu de volontariat, bien sûr, hein, pas encore dans ce cadre réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tutorat dans le diag? Alors, comment ça se passe? C'est vrai, en effet, ça fait quelques années qu'on fait de l'accompagnement, donc on n'utilisait pas le mot de tutorat. Cet accompagnement, en effet, aujourd'hui, il est volontaire. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il va devenir obligatoire donc à partir du 1er juillet. Comment ça se passe? Tout simplement, on accompagne le diagnostiqueur cette fois-ci sur le terrain et les diagnostiqueurs sont, pour la plupart déjà, connaissent le CSO, ont déjà cette habitude, mais vont découvrir le tutorat. Le tutorat, c'est vraiment un accompagnement étape par étape, c'est-à-dire que grosso modo, du moment où on rentre dans la maison jusqu'à la rédaction du rapport, bah, finalement, on accompagne le diagnostiqueur. On répond à ses questions, on remet éventuellement en doute ses choix sur le moment. Donc l'objectif, c'est allier à la fois l'accompagnement, mais aussi la formation, puisque c'est dans la première année, et on le sait, dans la première année, en sortie de formation, les diagnostiqueurs vont déjà prendre quelques libertés, s'éloigner un peu de quelques petites bonnes pratiques au départ, et donc ça va être aussi le moyen de leur rappeler les bonnes pratiques sur ce tutorat. À la petite différence de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'il va falloir aussi pour le formateur intégrer les données dans le logiciel qu'utilisera le diagnostiqueur. Donc ça veut dire pour le formateur connaître aussi les manipulations, l'utilisation d'une grande majorité des logiciels. Donc ça, c'est important. Jusqu'au bilan circonstancié. Alors ça veut dire quoi le bilan circonstancié? C'est-à-dire qu'on rend un compte-rendu de la manière dont le diagnostiqueur a abordé les choses sur le terrain, mais aussi par rapport à son rapport. Voilà. Donc, ça va être une analyse globale de son intervention. Et pas uniquement terrain, mais aussi rapport. Merci Yann. J'imagine qu'à la FIDEN, Jean-Marc, on réfléchit hein, évidemment à cette nouvelle mission, cette nouvelle prestation là, de tutorat que doivent organiser les OF. Hein. Ce n'est pas aux OC de le faire, c'est à vous. Qu'est-ce que quelles sont un peu vos réflexions à la FIDEN sur Nos ce sujet réflexions du tutorat? sont relativement identiques à ce qu'explique Yann, hein, Hum, c'est-à-dire avec toute la problématique du tuteur et de la dextérité avec les différents logiciels, etc., etc. Mais il est même au sein de certains OF, parce que ce qu'il faut rappeler, ça quand même, c'est que le diagnostiqueur qui va être impacté par le tutorat est le diagnostiqueur qui a, dans la première année, hum, pour que ça soit clair pour tout le monde. hum, Tous les diagnostiqueurs aujourd'hui ne vont pas être soumis à un bien sûr. tutorat. Hum. Voilà, non, parce que par moment, il y a aussi une mauvaise compréhension de cette réglementation qui est très, très complexe de la part des diagnostiqueurs. Donc, pour remettre un peu les cartes sur table, ce qui va intéresser le tutorat, c'est le diagnostiqueur dans sa première année. Et au niveau des centres de formation, il y a certains OF qui ne monteront pas sur cette certification-là. Ça aussi, il faut indiquer ça. C'est-à-dire que le diagnostiqueur immobilier, lui, va être formé dans un OF, mais il aura tout à fait le choix de faire son tutorat, pas avec l'OF avec lequel il a fait sa formation initiale. Il a son libre choix et son libre arbitre d'aller. Il faut être transparent par rapport à ça. Vraiment, c'est l'objectif de ce webinaire. Donc, derrière tout ça, nous, à la Fidèle, on a des adhérents qui, eux, ne monteront pas sur cette certification, parce que comme l'a dit Yann, nous aussi, on est certifiés. On demande à monter sur certaines missions. Donc, une fois qu'on a dit ça, oui,
les tuteurs, bien entendu, on revient toujours à la même idée, hein, il faut qu'ils aient quand même ce côté pédagogique. Et je vois passer quelques chats hein, des uns ou des autres qui expliquent qu'il faut une formation, pourquoi il n'y a pas de formation de formateur, machin, etc. etc. C'est la grosse différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Je reviens là-dessus parce que c'est très, très important. Le savoir-faire, ça s'apprend, le savoir-être, ça ne s'apprend pas. Il y a des gens qui ont cette nature, qui ont comme envie de communiquer, comme disait Yann, qui ont l'envie de transmettre, qui sont dans un cadre pédagogique. Il y a des gens qui ne l'ont pas, mais ça ne s'apprend pas, ça. Il y a pas, ça ne s'apprend pas. Donc voilà. Donc la sélection, elle se fera par les OF, en fonction de chacun à la FIDEN ou ailleurs, en fonction des critères qui sont leurs critères de sélection. Mais ça sera quand même des critères qui sont assez rigoureux, puisque malgré tout, le tuteur, in situ, il sera seul avec le diagnostiqueur et il sera le représentant de l'OF auprès. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui est très très important pour nous à la FIDEN, qui est vraiment une représentativité, on va dire, de quelqu'un. J'insiste, hein, parce que c'est vraiment très très important pour nous, qui ait de l'empathie, qui est de la transmission. On est dans un cadre d'apprentissage. Euh, on est vraiment dans ce cadre-là. On n'est pas dans un cadre d'expliquer aux gens qu'ils ne savent pas travailler. Le but, il n'est pas là du tout. On en a eu beaucoup, nous, des formateurs comme ça, hein. Ils savaient simplement expliquer ce qu'eux, ils savaient, que les autres ne savaient pas. Je m'excuse, hein, je suis un peu tranchant avec ça, mais il faut vraiment, 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 Faut le dire. Oui. et à ceux qui veulent nous rejoindre, nous, au niveau du Virus ou de la Fidèle, il faut vraiment qu'ils soient dans cet état d'esprit. Voilà, c'est vraiment notre sélection, elle est faite par rapport à ça. C'est pour satisfaire toute la filière, ça, pour que vraiment ça soit quelque chose de pédagogique. Ouais. Et Si, on, si, si- et, Yann, et pour ajouter ce que disait Jean-Marc, en effet, là, c'est subi. Je parlais tout à l'heure d'accompagnement volontaire. Aujourd'hui, le DPE évolue en permanence. Enfin, on voit passer des réglementations, pas toutes les semaines, mais quasiment. hmm, Et les compétences techniques, elles vont devoir être aussi très, très importantes. Particulièrement, l'empathie est indispensable. L'envie de transmettre indispensable, ce que disait Jean-Marc. Les compétences techniques, le DPE, c'est un sujet extrêmement large, extrêmement technique, sans doute le plus technique de tous. Et les compétences techniques vont aussi, donc c'est toute la difficulté, c'est toute la première partie de ce que disait Jean-Marc sur le savoir-être qui est essentiel, l'envie de transmettre, mais aussi les compétences techniques. Et le DPE, les diagnostiqueurs, nous on a des hotlines, hein, on répond à des questions dans le cadre de l'accompagnement aussi. Aujourd'hui, au vu de l'enjeu du DPE et de l'impact qu'il a sur les gens, sur leur consommation, etc., on a de plus en plus de questions parce que le DPE, à une époque, il y avait moins d'enjeux, donc il y avait moins de questions. Les diagnostiqueurs savaient que, bon, il y avait quelques erreurs, ça passait. Aujourd'hui, non. Surtout avec l'audit qui vient derrière, on ne va pas en parler tout de suite, mais grosso modo, le DPE aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de passer à côté de certaines choses qui sont essentielles. On a encore aujourd'hui des erreurs qui se reproduisent en permanence sur des choses très simples. Donc, il faut absolument aussi, et c'est toute la difficulté pour nous, organismes de formation, d'avoir des gens polyvalents et équilibrés entre le technique et l'empathie et l'envie de transmettre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les diagnostiqueurs s'inquiètent, parce que penser qu'il va y avoir des concurrents qui vont venir les tutorer, etc. Donc, euh, comme vous rappeliez tout à l'heure, c'est la première année, ce que disait Jean-Marc. Donc, c'est pour tous ceux qui sortent sur le terrain. Et l'idée, c'est pas non plus de faire une grande campagne de ramassage ou de brassage ou de recrutement avec des tuteurs dans toutes les villes et villages, hein. C'est pas le but. Le but, ça va être déjà sur les formateurs avec lesquels on travaille déjà, de leur permettre encore d'aller un peu plus loin sur ce type de mission et aussi de recruter les nouveaux recrutés. Pour donner un petit exemple, si on doit recruter des tuteurs, ils seront de toute façon encadrés par des gens qui le font déjà. En tout cas, chez nous, ça va se passer comme ça. hmm. Mais voilà, c'est une mission complexe. Ne pas penser que c'est si simple que ça, simplement en étant technicien, de pouvoir faire ce type de mission. En tout cas, les OF en ont conscience et c'est un sujet vraiment très, très délicat à mettre en place. Ouais, et à l'écran, on voit hein, les exigences de prérequis pour ces tuteurs qui sont expressément indiquées dans l'arrêté du 20 juillet 2023. On dit bien les tuteurs certifiés expérimentés, ça c'est bien les termes du texte, qui doivent disposer donc d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine des PE ou
d'une expérience de 5 ans en tant que formateur professionnel dans le domaine du diagnostic énergétique. Voilà. Donc, mais on a bien compris avec vous deux que peut-être que vous irez au-delà encore hein, de ce nombre d'années d'expérience, notamment hein, sur cette mission importante qui demande vraiment il y a un aspect pédagogique très, très important, bien plus que dans le CSO dont on va parler avec Juliette. Merci, merci sur ce point. Et puis, on va évoquer justement avec Juliette les examinateurs, parce qu'on le disait, les contrôles sur ouvrage, il y en aura un peu plus, même beaucoup plus, à partir du 1er juillet 2024, sur le DPE en tout cas, et sur l'audit. Et évidemment, donc des besoins sans doute supplémentaires pour les OC. Euh, on parle des exigences réglementaires. Elles sont là aussi définies par cet arrêté du 20 juillet 2023. Là aussi, on demande aux examinateurs hein, compétents, hein, ça aussi c'est le terme du texte, qui doivent être sélectionnés par les OC, qui doivent avoir les mêmes, au moins les mêmes prérequis que ceux exigés pour les candidats, c'est-à-dire donc une expérience professionnelle de 3 ans en technique de bâtiment ou un diplôme Bac+2 dans ces techniques du bâtiment ou une expérience professionnelle d'au moins 3 ans et une certification professionnelle équivalente enregistrée dans le RNCP, ces fameux titres professionnels. Ça, ce sont les exigences donc, réglementaires, hein, Juliette. Euh, et puis, ce qu'on demande aussi, hein, puisqu'on parle là vraiment de ces missions très concrètes, hein, dans le cadre de ces CSO notamment, les examinateurs compétents donc, doivent connaître, alors évidemment, le dispositif, euh, les méthodes, les documents d'examen applicables, et disposer aussi, hein, Juliette, c'est un point important, d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du DPE. Hein, ça, c'est pour le domaine DPE notamment. Évidemment, avoir une pratique courante à l'écrit comme à l'oral, ça paraît évident. Être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité, respecter la confidentialité, et puis ne pas avoir de lien de quelque nature que ce soit susceptible d'entacher leur éthique avec les candidats, bien sûr. On est d'accord, Juliette, hein, ce sont des critères qui sont maintenant bien connus. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est toutes ces exigences que vous faites appliquer dans Alors, votre C. oui, il y a des choses qui ont pu être ajoutées ou modifiées dans les Oui. textes, mais le principe de base, il est le même. Voilà, comme formateur ou tuteur, ces prérequis ne sont que des prérequis d'accès, Mm. comme les candidats à la certification. C'est le point de départ. On va analyser un CV, on va échanger avec la personne pour savoir s'il répond à ces prérequis. Derrière, il y a tout le process de qualification qui va arriver. Et c'est là-dessus que chaque organisme de certification a ses propres critères aussi, ses propres exigences. Voilà, il y en a. Enfin, moi, je peux parler que de ce que je fais chez ICERT. Hein. Je ne connais pas les process de tout le monde, mais on va pouvoir faire passer des examens de certif. Chez ICERT, on fait ça, sauf que le niveau attendu dans la réussite de l'examen, bah, il est plus élevé que pour celui d'un candidat lambda. On va faire de l'accompagnement pour vérifier la posture. Va y avoir un binôme qui va se faire. Enfin voilà, donc il y a un process de qualification qui est assez important. Et j'ai vu qu'il y avait des examinateurs ICERT présents dans le public. Alors, je ne sais pas s'ils pourront témoigner, mais voilà, il y a un process et un accompagnement qui est fait aussi pour évaluer la posture et montrer ce qu'on attend de chacun. Parce que quand on parle de connaître le dispositif particulier, oui, mais faut savoir quel est le rôle de l'examinateur. Et l'examinateur, aujourd'hui, il est missionné par un organisme de certification. Il n'est pas décisionnaire. Il est là pour faire un constat qui va amener à une décision derrière. Donc voilà, mais je reviens sur cette histoire de posture parce que nous, effectivement, on est plus dans le contrôle. Alors, le contrôle sur ouvrage, je reviens un peu à la mission de tutorat Mm. où, enfin, il y a deux contrôles sur ouvrage. Hein. Il y a le contrôle sur ouvrage a priori et le contrôle sur Mm. ouvrage a Oui. posteriori. Donc, Mm. il y a le contrôle sur ouvrage a priori, c'est un peu la même mission que le tutorat puisqu'on accompagne un diagnostiqueur qui va réaliser un diagnostic. Sauf que là, on va relever s'il y a des gestes qui ne sont pas bons, s'il y a des mesures qui ne vont pas. Là, on va les relever et nous, on va devoir avoir l'information comme quoi il y a quelque chose qui a été détecté. Mais le but, il est quand même de l'échange avec cet examinateur qui est présent. Il ne faut pas penser que l'examinateur est muet. Il ne doit pas l'être en tous les cas. Il doit maîtriser la langue française déjà. Voilà, il ne doit pas être muet, mais surtout pas. L'objectif, même si on n'est pas là pour faire de la formation, c'est un échange avec un professionnel. Voilà.
Donc, les missions, quand on regarde le schéma de certification qui a été mis en place, il y a une certaine logique. Il y a une transmission de savoir par une formation initiale, il y a un accompagnement de la pratique du diagnostiqueur, et derrière, une fois qu'il s'est lancé, ben, on va le voir et on lui dit, voilà, on vérifie que tout est bon, et au moins tout le monde est serein, et chacun peut aller se lancer sur une activité qui est aujourd'hui pleine de responsabilités, effectivement. Donc voilà, le process, il est plutôt bien pensé. Il est lourd, certes, on revient un peu souvent, mais le process est plutôt bien pensé. Donc ceux qui sont intéressés par la mission d'examinateur, parce que là on parle de contrôle sur ouvrage, mais l'examinateur, il peut aussi faire passer des examens Mhm, suivant mhm. le process des certificateurs et la réglementation qui le permet ou pas, voilà, à partir d'un certain délai. Il y a des organismes de certification qui font appel aussi à des examinateurs dans le cadre des examens. Chez ICERT, ce n'est plus le cas, mais pour le DPE, on devra le remettre en place à compter de 2026 et on verra pour l'audit, ça arrive un peu plus tôt. Voilà, mais il y a aussi ce rôle-là dans l'examen. Il n'y a pas que le contrôle sur ouvrage, en fait. L'examinateur, il est à plein de niveaux. Donc, le principe, c'est comme pour tous, voilà, comme un candidat au DPE, on regarde un CV, on va justifier de l'expérience, et puis derrière, il y a un échange qui va s'opérer, parce que pour nous, certificateurs, nos clients, que sont les certifiés, c'est le visage qu'ils ont de nous, en fait. C'est, voilà, quand on fait de la surveillance documentaire, on est en échange téléphonique ou mail. Le contact physique qu'ils ont avec le certificateur, c'est l'examinateur. Donc nous, on est vigilants là-dessus parce que ils doivent se conforter à ce qu'on a défini et ils doivent nous représenter tel que nous, on veut être représentés. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une mission intéressante. Alors, je compte sur mes examinateurs présents pour Vous confirmez, ouais. confirmer que voilà, c'est une mission qui est intéressante. Par contre, faut pas venir avec un képi et un bâton, quoi. C'est pas l'objectif du tout. Voilà. Donc, on est là effectivement pour faire un constat, mais on n'est pas là pour casser du diagnostiqueur. Ça Vous n'a n'êtes jamais pas, été la volonté. vous n'êtes pas les flics de la profession, comme dit Pas Pierre du tout. Fortin. On est bien d'accord. Euh, Oui, David Demange, c'est difficile à définir justement, hein, c'est une question un peu compliquée, ça. Quels sont les besoins de recrutement des OF? A-t-on des chiffres? Jean-Marc ou Yann, on n'a pas de chiffres, hein, on est bien d'accord, hein, c'est difficile d'anticiper ces besoins. Yann, Non, on n'a pas de Jean-Marc? chiffres, on Ouais. n'a pas de chiffres réels De sur même le que pour besoin. les examinateurs La seule, d'ailleurs. cho- Hmm. la seule chose qu'on peut dire par l'intermédiaire de ce webinaire, c'est que je pense, les trois, on est tous en attente d'étoffer nos équipes respectives, et Hmm. que ceux qui sont intéressés par ce type de mission, formation, tutorat ou examinateur, et qui n'hésitent pas à revenir vers les uns ou vers les autres pour poser leur candidature, avoir un entretien, et puis voilà, mais il n'y a pas de volume prédéfini. Hein. Voilà, enfin, en ce qui nous concerne, nous, en tous les cas. Hmm. Hmm. On n'a pas cette vision-là, mais on est preneur de tous les contacts et de tous les CV et de tous les entretiens possibles pour voir, on sait pertinemment que mieux que tout ça, on l'a déjà dit, on va pas le redire en permanence, le mieux que tout ça, il y a quand même, en ce qui nous concerne nous, le savoir-être, c'est pas un CV, hein, donc il y a vraiment l'entretien, il y a vraiment tout ça qui est très très important. Bien Donc sûr. revenez vers nous et puis à ce moment-là, si tout peut matcher, on est preneur de toute candidature. Et je La, finis. la- Ah, la- Yann, la- vas-y. la- la priorité aujourd'hui, là, nous, on travaille beaucoup déjà sur le contenu. Avant de parler de besoin de formateurs, on en parle parce qu'on a des questions. Mais le contenu, il prend du temps à construire pour que ça serve au diagnostiqueur et que ça soit cohérent. Qu'il n'ait pas l'impression d'avoir perdu son temps sur une journée parce que c'est obligatoire. Le contenu, vraiment, c'est beaucoup de process à mettre en place, c'est beaucoup d'échanges avec nos formateurs, c'est une remise en question de ce que l'on fait déjà. Donc ça demande beaucoup de temps et pour l'instant, on est plutôt concentré sur le contenu d'envisager des chiffres ou d'identifier réellement les besoins d'auditeurs ou de tuteurs.
Ouais, merci Yann. Et puis pour finir sur cette slide-là, sur ces examinateurs, on n'en a pas parlé avec Juliette, mais c'est important de le dire, notamment à cette dernière disposition du texte, ça, c'est le décret bien sûr sur l'audit. On dit là, c'est comme pour le DPE, ne pas avoir de lien de quelque nature que ce soit susceptible d'entacher leur éthique vis-à-vis des candidats, mais aussi on a cette phrase, ils ne doivent pas avoir de lien avec les organismes de formation, là, c'est l'examinateur pour l'audit. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette exigence-là d'indépendance, Juliette, d'une manière générale? Alors, on a toujours dû, nous, gérer les notions d'impartialité. C'est le rôle d'un organisme de certification, de prendre des décisions de manière impartiale. Donc, on a toujours été vigilant sur le fait que l'examinateur ne pouvait pas avoir formé le Hum, candidat. Ça, c'est un principe de base. hum, Au-delà de la formation, on le dit bien, il ne doit pas y avoir de lien qui puisse entacher. Et voilà. Donc, si c'est votre cousin, frère de votre meilleur ami ou autre, à partir du moment où il y a un potentiel conflit d'intérêts, un potentiel risque, c'est pour ça que les organismes prennent des dispositions de récusation. Voilà. On annonce le profil et chacun doit dire, ah bah non, mais moi, cette personne, je la connais, ou voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'on serait impartiaux, mais il y a un risque de nous, on doit écarter tout risque. Par contre, la petite phrase qu'ils ont rajoutée à l'audit, ben, on ne sait pas aujourd'hui jusqu'où elle va, parce que ne pas avoir de lien avec les organismes de formation, ça peut aller très très loin. ouais, c'est très flou, Donc effectivement. voilà, donc on en a parlé en début de semaine. Nous, on attend une réponse claire du ministère là-dessus pour savoir jusqu'où on va. Parce que tel que c'est écrit, on pourrait laisser penser que ben, un examinateur ne peut pas du tout faire de formation, peu importe le domaine, peu importe le secteur, peu importe, voilà. Bon, Donc ça peut rendre très compliqué le recrutement. Euh, Quand on a échangé effectivement sur le profil des examinateurs, au départ, on était loin de ça, hein, loin des critères. On était sur des profils pas du tout diagnostiqueurs pour réaliser l'audit, mais exclusivement des profils de bureau d'études. Je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, des conversations qu'on a pu avoir, où le ministère s'attendait à ce que les examinateurs soient plutôt des architectes ou des techniciens de bureau d'études thermiques. Sauf que, arrivé un moment, il y avait un problème dans le recrutement. hum, Enfin, jamais on n'aurait pu accéder à ce type de profil. Et il s'était dit aussi que ces profils-là n'étaient pas forcément en lien avec la formation, sauf que c'est pas vrai. Beaucoup de personnes dans les bureaux d'études techniques, thermiques sont des formateurs hum, aussi. Donc voilà. Donc là, hum. ils ont rajouté une contrainte. C'est une petite phrase anodine, mais qui n'a rien d'anodine. Donc on espère avoir rapidement des infos parce que ben voilà, vous Bon. connaissez, on y a une grande chaîne alimentaire, hein. On parle des candidats qui sont certifiés, des OF qui sont certifiés, mais les certificateurs sont eux-mêmes accrédités. Et donc, bah, voilà, nous, on a besoin de savoir qui on peut accepter dans nos examinateurs en lien avec cette phrase-là. Merci Juliette, il y a des excellentes questions. On va y passer justement à ces questions-là. La dernière notamment de Philippe qui demande, en tant qu'examinateur, peut-on travailler pour plusieurs organismes de certification, Juliette? Alors, à moins que le certificateur demande une exclusivité, il n'y a rien qui l'interdit dans les textes. La vigilance, c'est juste que il faut bien appliquer le dispositif de chacun. Voilà, s'approprier les documents, la méthode, mais aujourd'hui, enfin, il n'y a rien réglementairement qui interdit à ce qu'un examinateur intervienne pour différents organismes de certification. Ça se fait déjà beaucoup. Hmm. D'ailleurs, d'une manière générale, les candidats au poste de formateur, tuteur ou examinateur doivent vous notifier évidemment les organismes avec qui ils travaillent déjà, évidemment, pour éviter, j'imagine, hein, ce genre de... Pas forcément sur l'examinateur, puisque vous le dites, hein, on peut travailler avec plusieurs OC, mais c'est bien que vous sachiez quand même que telle ou telle personne que vous avez en candidat est formateur à tel endroit, etc., ou fait du tutorat, etc., hein, j'imagine. Hein. La transparence, c'est toujours Transparence. le meilleur point de départ pour une bonne relation. On est bien Donc, d'accord, parce que cette voilà. notion d'indépendance et d'impartialité quand même est bien présente hein, dans les textes. Donc évidemment, j'imagine que vous y êtes attentif aussi de votre côté. Il y avait une question, je ne sais plus qui. Quel est le plus intéressant pour vous au niveau du profil? Alors c'est formateur, tuteur, examinateur, salarié ou indépendant? Effectivement, c'est une bonne question. Ça, vous recrutez des salariés
ou de la sous-traitance. Qu'est-ce qu'il en est? Chacun de vous trois, là. Nous, on Jean-Marc? n'est pas dans une recherche de salariés. À la Oui. FIDEN, ou aussi bien chez Irilus que les membres de la FIDEN, il n'y a personne qui est dans cette recherche-là. On est plutôt dans une recherche de prestataires indépendants. Yann, Je pense qu'au pareil? départ, ça aussi c'est une question de prédire l'avenir, ça va être difficile de le dire, mais au Mm. départ, en effet, on va faire déjà appel aux formateurs avec lesquels on travaille depuis longtemps, qui ont fait leurs preuves. Après, dans un deuxième temps, on verra, je ne sais pas encore, ça va dépendre aussi de l'évolution, hein. On avait cette discussion en préparant cette réunion, hein, de savoir ce qu'on allait avoir derrière, comment ça allait se passer, etc. Difficile à dire. Voilà, parce que c'est un choc quand même pour le monde du diagnostic et pour les diagnostiqueurs et pour les OF, etc. Les diagnostiqueurs sont sur le terrain dans un contexte qui n'est pas facile dans toutes les régions de France aujourd'hui. Donc pour l'instant, difficile de dire, d'anticiper les choses. Mais on va déjà travailler avec des gens que l'on sait fiables pour pouvoir effectuer ces missions et être crédible. C'est notre priorité, être crédible. Après, pourquoi pas, mais trop tôt pour le dire. Ouais, Juliette, salarié, sous-traitance, comment vous gérez ça, ces examinateurs chez vous? Alors, salarié ou indépendant, nous, Mm. on n'a pas d'exigence spécifique. Après, on a un contrat qui nous lie avec l'entreprise si c'est un salarié ou avec l'indépendant. Mm. Voilà. Mais de toute façon, il faut une structure juridique. Nous, on a un contrat avec une structure juridique, donc soit la structure de l'indépendant, soit l'entreprise du salarié. Voilà. Mais encore une fois, enfin, il n'y a pas de où il n'y a pas d'exigence et de Mm. critères. Par contre, effectivement, on a besoin d'avoir le- de connaître la personne et savoir où elle exerce et autres, ne serait-ce que pour des notions d'impartialité. Enfin, voilà, quand on a quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui embauche un certain nombre de certifiés, ben, bien sûr, cette personne-là n'ira jamais faire un contrôle sur ouvrage d'un salarié de son entreprise, bien sûr, bien Mm. évidemment. Donc, Mm. toutes ces règles-là, elles sont à prendre en compte. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas d'exigence là-dessus. C'est juste qu'on doit gérer les conflits d'intérêts. Après, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut de la disponibilité. Oui, Voilà, nous, on est j'imagine que ça, confrontés c'est des fois à des gens qui sont très intéressés pour intervenir, que ce soit en tant qu'examinateur ou sur nos autres produits en tant qu'auditeur, mais qui nous disent, moi, par contre, ma planification, elle est à 6 mois. Bon, bah oui, bah non. Sur le monde du diagnostic, on se doit d'être réactif. Voilà, on va devoir retourner sur des biens. Bah, c'est pas quand on veut et où on veut. Donc voilà, il y a une certaine souplesse et une agilité qu'il faut avoir. Et ça, faut en avoir conscience. Euh, voilà, enfin, quand on vous parlez de contrôle sur ouvrage, vous devez mettre en commun le calendrier du diagnostiqueur, de l'examinateur et parfois de son donneur d'ordre, qui peut être un client individuel ou pas. Enfin voilà. Donc si on n'a pas de souplesse, on n'y arrivera jamais. Donc faut avoir conscience de ça. Faut être disponible. Faut être voilà, les disponible. diagnostiqueurs sont plutôt disponibles en ce moment. Pierre Fortin le rappelle, et il parle d'un planning type gruyère en ce moment. Effectivement, ça, je pense que ça parlera à pas mal de diagnostiqueurs. C'est justement dans ces moments-là où vous avez, j'imagine, des candidatures pour faire de la formation ou être examinateur. Et peut-être que quand le marché reprend du diag, évidemment, peut-être qu'il y a moins de disponibilité là, du coup, ce qui n'est pas évidemment très facile à gérer, j'imagine, hein, Yann, notamment hein, pour la formation. Oui, je voulais rappeler ce que disait Juliette, Oui, hein. Yann, oui. Le gruyère, ça marche aussi dans la formation, puisque Mm. les formateurs qui interviennent pour les OF, en règle générale, ne sont pas toute l'année au centre de formation. Ils interviennent sur des domaines spécifiques. On a des généralistes, mais très peu. Il faut aussi des spécialistes pour chaque domaine. Donc, ce qui fait que les formateurs viennent de manière sporadique, peut-être régulière, mais ne sont pas à plein temps dans les OF. Et d'ailleurs, je précise, pour ceux qui voudrait avoir l'info. Quand on recrute un formateur, une entreprise X doit avoir un numéro de déclaration d'activité de formateur et faire un bilan pédagogique de manière individuelle, quel que soit son statut, hein. Donc ça Oui, aussi, ça c'est un point important. Hein. Mm. il y a des contraintes aussi pour ceux qui voudraient devenir formateurs, etc. Donc voilà, on ne peut pas prendre comme ça une entreprise, tiens, je vais faire de la formation pendant une semaine. Et en effet, ceux qui veulent
remplir les trous du planning dans le diagnostic immobilier vont pas forcément être en adéquation avec les trous de la formation aussi. Parce que malheureusement, la problématique du diag, c'est aussi l'immédiateté du délai d'intervention par rapport à vos missions. Quand vous n'avez pas grand-chose à faire, bah, c'est vrai qu'on pense à faire autre chose, mais lorsque ça repart, on ne peut pas louper le moment. Malheureusement, nos plannings de formation, nous, ils sont établis à l'avance et que c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une professionnalisation des gens qui font de la formation. Ouais, et puis il y a plusieurs fois la même question auquel finalement on n'avait pas forcément pensé, mais elle est quand même assez évidente. C'est payé combien ces prestations de formation, de contrôle sur ouvrage, passage d'examen, tutorat qu'est-ce qu'on peut répondre sur ça? Mais c'est quand même évidemment un point quand même pas inintéressant. Auquel on ne pourra pas répondre parce que Oui. c'est très variable en fonction des organismes de formation Mhm. et que chacun a sa politique au niveau de la rémunération des formateurs. Donc c'est extrêmement variable. Et ça dépend aussi, c'est comme si je demandais au diagnostiqueur finalement combien c'est payé. Ben, certains vont faire beaucoup de missions par jour à bas prix et d'autres vont faire une ou deux missions par jour à des prix plus importants. Donc ils ne vont pas gagner la même chose au final. Donc ça, ben, il faut demander, lorsque vous demandez à un centre de formation, présentez votre candidature, ça fera partie des choses à demander, mais évidemment, chacun a sa pratique et sa logique, et ce qui est normal. Ouais. Même pas une fourchette, nous demande Martial et Olivier. Non, personne veut s'avancer sur un tarif de prestation dans son domaine, hein. Je sens bien que Bah, non. c'est pareil, si tu veux, il y a des prix à la prestation à la journée et on s'aperçoit qu'en 3F, on n'a pas les mêmes. Donc, encore une fois, on va pas. Puis ça dépend du cas par cas. Il y en a qui, en fonction il y a des OF qui, en fonction de l'expérience, vont rémunérer un peu plus un formateur. Et encore une fois, je rappelle aujourd'hui qu'on est sur la préparation de cette mission et qu'on en est encore à travailler beaucoup sur le contenu et que ça, finalement, ça sera la dernière des choses qu'on regardera parce qu'il y a tellement de travail avant, encore une fois, je le rappelle, sur la crédibilité avant de parler de tarifs. C'est toujours ce qu'on voit toujours à la fin, parce que, il faut connaître les contraintes, ce que va devoir produire le formateur sur le terrain, combien de temps il va mettre. Voilà, l'objectif, c'est pas non plus de faire des demi-journées de tutorat. On doit faire deux missions dans une journée, donc le but, c'est de les faire correctement. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est aussi prématuré, mais j'invite ceux qui se posent la question de se rapprocher des organismes de formation Exactement. C'est évidemment qui font des Ouais, campagnes de et puis alors, recrutement. moi je suis profondément agacée de tous les commentaires qui apparaissent. Vous, quand vous faites un diagnostic, bah, vous aimez que votre client il vous apprécie pour ce que vous êtes et pas seulement pour le prix de vente de votre diagnostic. Tout Et à ben, en fait. tant que professionnel, c'est pareil. Donc, aller à la rencontre des acteurs qui se positionnent aujourd'hui, qui sont en recherche de compétences. Déjà, trouver une relation qui vous intéresse avec quelqu'un de professionnel, de compétent, avec qui le courant passe bien. Après, effectivement, on vous donnera nos conditions. Si elles sont pas suffisantes, bah, elles sont pas suffisantes. Mais si votre premier critère de choix, c'est la rémunération, bah, peut-être que la relation, elle va pas bien se faire. Oui, Voilà, c'est non, tout vous ce avez que raison, j'avais à tout à fait. dire. Après, voilà, je pense qu'ils veulent avoir aussi une idée, un ordre d'idées de manière générale, mais on peut comprendre effectivement que ce sont des échanges que vous devez avoir comme ça, Non, mais avec puis, et chaque puis tout le candidat, hein, monde bien sûr. connaît le prix de Dans le vente. cadre d'un Ça webinaire, arrive à un c'est... moment, vous connaissez le prix de vente des prestations. Vous Hmm. vous doutez de bien que si moi je vends un contrôle sur ouvrage 680 euros, je vais pas payer 1000 euros mon examinateur. Hmm. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a la notion, elle y est quand même un petit peu, voilà. Mais enfin, mettez-vous à notre place, on est dans la même situation que vous et on doit construire un dispositif. On a des charges aussi, faut pas penser que on est juste là pour faire du tiroir-caisse, hein. Nous aussi, Hmm. on a des charges, un dispositif. On a une prestation qu'on doit vendre à un client. Voilà, donc les ratios, ils y sont. Les choses, elles sont très transparentes, mais moi, je ne vais pas mettre en ligne ma grille de rémunération des examinateurs. Oui, ce qui Donc peut tout à fait se voilà. comprendre, Juliette, bien sûr. Donc Bien ceux sûr. qui veulent travailler avec ICERT, bah, contactez ICERT. Si vous voulez travailler avec d'autres certificateurs, ils se feront un plaisir de vous exposer ce qu'ils attendent de vous et combien vous serez rémunéré. Bon, voilà, sur ce sujet, on clôt le débat. Bon, voilà, je regardais s'il y avait d'autres questions éventuellement, mais euh, des questions auxquelles on a déjà répondu. Peut-on exercer pour plusieurs OF ou OC simultanément? Là,
Question peut-être un peu compliquée au CEF. Alors, pas un même diagnostic pour, au même timing, hein. Mais, Oui, oui, vous avez le droit de travailler le lundi, enfin de faire une mission le lundi pour un OC et le mardi pour un autre. Il y a pas de sujet. Après, c'est encore une fois, il faut juste s'assurer de maîtriser les deux dispositifs et de faire ce que chacun vous demande parce que la posture ne sera peut-être pas la même en fonction de l'OC, mais il n'y a pas de sujet. Oui, 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 c'est possible. voilà. Puis une réflexion de Guy, toujours très positive, Guy Barta de la FIDI qui est avec nous, que je salue, qui nous disait, mes clients m'apprécient, Guy qui est examinateur, m'apprécie pour les services et la qualité de la prestation et pas pour le prix. Et c'est là que le bas blesse, vendre un prix est incompatible avec un diagnostic de qualité. Bon, voilà, effectivement, c'est De toute façon, nous, on ne le verra pas par le prix, hein. On va faire en sorte de mettre les moyens nécessaires Bien et sûr. ça coûtera ce qu'on pourra faire. Et comme dit Juliette, bon, moi, je ne lis pas le chat, sinon je pense que j'aurais réagi aussi, mais Hum, j'ai cette habitude de ne pas lire le chat. Je préfère qu'Alain me sélectionne les questions. Mais au final, voilà, ça sera un rapport. Et de toute façon, croyez bien qu'on ne va pas non plus recruter des gens qui nous demandent du boulot simplement parce qu'on a besoin de gens. Non, on sélectionne nos profils, on les a toujours sélectionnés, on continuera à les sélectionner, quel eh, que soit le prix. Et en règle générale, les gens qui travaillent avec nous sont aussi contents de le faire. C'est un échange entre nous, c'est pas de simples prestataires. Je pense que c'est pareil pour les examinateurs, les organismes de certification. On a tous un lien privilégié avec nos formateurs et évidemment, on ne va pas se mettre à recruter à tout va en baissant les tarifs pour que ça soit attractif. Enfin, c'est un délire. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une question intéressante de Gaëtan. Doit-on continuer d'être diagnostiqueur une fois qu'on est tuteur ou formateur? Qui peut répondre Jean-Marc éventuellement. C'est bien aussi de continuer à être diagnostiqueur quand on est formateur ou tuteur. Mais oui, c'est quand même bien de rester quand même dans ce métier qui est le vôtre et de pouvoir continuer d'exercer. Les deux sont pas du tout incompatibles. Mais moi, à la différence de Yann, je lis un petit peu les chats, donc, mais je dis rien, j'ai beaucoup de retenue, malgré qu'il y ait des gens qui me Ah, moi, connaissent. Si il n'y a pas de retenue, ça peut être bien plus terrible que ce qu'a dit Juliette. Mais, euh, mais voilà, donc oui, 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 bien sûr qu'on peut continuer d'être diagnostiqueur, d'être auditeur, d'être tuteur, d'être formateur. Mais ce qu'il faut arrive à comprendre, c'est que c'est de la prestation, c'est ce que dit Yann, c'est de la prestation, donc c'est un partenariat, c'est ce que dit Juliette, c'est un partenariat entre deux entités, un centre de formation et un formateur, un centre de formation et un tuteur. C'est ce partenariat qui doit matcher. C'est pas moi je veux faire ci. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont que des exigences là dans ce chat, mais c'est pas du Quelques-uns, pas tous. Non, non, pas tous. Pas tous. non, Oui, quelques-uns, bien oui, entendu. oui, Par oui. exemple, je suis un peu étonné de ce genre d'approche. Après, comme l'a dit Yann, hein, et c'est un entretien, on sélectionnera ceux qui nous conviennent. Ceux qui ne nous conviennent pas, on les sélectionnera pas. Ceux qui ne veulent pas venir, ben, ils ne viennent pas. Enfin voilà, je trouve des gens un peu parce qu'agressifs. Enfin bon, c'est pas le cas, hein, c'est quelques-uns qui s'expriment dans Oui, ce sens. oui, oui, non, mais Voilà. bon, On essaie de transmettre en fait quel est le besoin de la profession aujourd'hui, de quelle manière on va recruter ces gens, de quelle manière on souhaiterait qu'ils soient à nos côtés, etc. Nous, c'est pas nous qui avons fait cette réglementation. Yann l'a très bien expliqué. On subit aussi une partie de cette réglementation. Donc, on essaye de s'adapter et on va le faire dans les meilleures conditions avec des gens avec qui on va pouvoir travailler main dans la main sans aucun problème. Voilà. Après, hum, merci Jean-Marc. Oui, oui, tout à fait. Olivier dit envie de transmettre est la base pour être examinateur. L'indemnisation est un plus, mais ne doit pas être l'objectif. Voilà une réponse également. C'est Euh, ça, et puis Alain, il faut rappeler Juliette. que, enfin, on parle de recrutement parce qu'effectivement, les examinateurs, même s'ils ne sont pas nos salariés, ils font partie d'une équipe. Enfin, moi, clairement, ils font partie de l'équipe d'ICERT, quoi. C'est des partenaires, mais c'est comme des salariés à part entière. Donc voilà, je m'excuse de m'être un peu emportée, mais je trouve regrettable Mais c'est bien, d'en arriver juste là, alors que l'information, elle est disponible, mais pas aujourd'hui en non, mais webinaire. on On se s'exprime pour nos associations, on ne s'exprime pas de manière forcément Oui, individuelle. mais c'est Donc très bien, on se voilà. dit les choses, c'est très transparent. Voilà, vous avez répondu clairement, et puis effectivement, on ne peut qu'inviter à toutes ces personnes
qui effectivement ont besoin d'avoir cette idée précise de tarif, de vous appeler, de prendre contact avec vous, tout simplement, avec l'organisme qu'ils auront choisi. C'est une évidence, voilà. Il est 9h, 10h25, hein, on a voilà, quasiment utilisé le temps imparti. Je ne peux que vous remercier vraiment, hein, tous les trois, d'avoir pris le temps pour expliquer mieux, sensibiliser à ces missions. On a essayé de contribuer et voilà, faire ce qu'on pouvait pour essayer de faire en sorte que ce dispositif s'applique le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, pour vous comme pour les diagnostiqueurs certifiés. C'est quand même l'essentiel de notre sujet aujourd'hui. Merci beaucoup Yann Vogel, Juliette Janot, Jean-Marc Vernet, à tous les trois. Et je rappelle, hein, que ce webinaire a été enregistré, donc on le mettra sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Diagactu cet après-midi, pour que tous les autres confrères diagnostiqueurs et tous ceux qui sont intéressés par ces missions, ces métiers, puissent là aussi s'informer et être prévenus de ce qu'on attend d'eux. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne fin de Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Belle fin de journée à tout le monde. Au revoir.